commence. Parfait. Alors, reste avec moi. Je vais aller nous connecter. Voilà. On s'en va sur Facebook, groupe. On est bien à la bonne place. Alors, c'est parti. Tranquillement, pas vite, on va se retrouver live, en direct. C'est démarré ici. On ferme ce son-là pour ne pas avoir deux sons. Ça, c'est bon. Et ici, on va avoir la confirmation que nous sommes en direct. Et voilà. Et ici, c'est parti. On ferme le son. On va avoir deux sons. Et Sophie est avec nous. Bonjour Sophie, bonsoir pour toi qui est à Paris également. Alors, on est en direct. Bonjour mon ami Andy. Bonjour, salut. Comment Claudine. vas-tu? Très bien, et toi? Oui, toi c'est déjà le soir. Tout comme Sophie, tu es à Paris. Donc, tu as une grosse journée déjà, Il fait 21 heures ici à Paris. 21 heures. Mhm. Alors, on est à un décalage de 6 heures. Tu es dans le même horaire que Sophie et que probablement Danielle, qui va se connecter dans les prochaines secondes, qui, elle, est en Allemagne. Alors, dans un premier temps, je veux te dire merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Je sais, Andy, que tu es très occupée. Je vais mettre les gens en contexte. J'ai rencontré Andy il y a 28 ans. 28 ans pour la première fois alors que je me rendais à Cuba. Je pense que c'était la première fois que j'allais à Cuba. On s'est rencontrés quand tu travaillais au Super Club Varadero. Je suis allée 2 semaines avec le père de ma fille et ensuite, je suis retournée une deuxième fois avec tous les gens qui travaillaient avec moi. Certains seront peut-être avec nous aujourd'hui, je vais te le dire. C'est des chanteurs, des danseurs, des musiciens que tu as rencontrés alors qu'on allait travailler au club où tu travaillais. Est-ce que tu te rappelles de notre visite? Ah oui, je me rappelle très très bien et ça a marqué beaucoup ma vie par rapport à une très belle rencontre avec toi, avec Carl et toute l'équipe. C'était magnifique. Vraiment, c'est... on rencontre des gens qu'on travaille avec à Cuba, on travaille avec le tourisme et on rencontre des gens tous les jours, tous les jours. Mais il y a des personnes qui marquent leur vie et pour moi, la rencontre avec toi et avec toute l'équipe, c'était magnifique. Ça m'a apporté beaucoup d'énergie, beaucoup de joie. Et voilà, c'était formidable, vraiment. Je Moi, garde très... ce que je me rappelle, Andy, c'est que j'avais fait une demande au propriétaire du club parce qu'en tant que Cubain, vous n'aviez pas le droit jamais d'aller dans les chambres des clients, des voyageurs. Et j'avais menti à M. Moore dans le temps. Je lui avais dit que j'avais besoin de ton aide parce qu'on avait beaucoup de costumes, beaucoup de trucs à transporter pour les spectacles du soir. Et normalement, tu n'avais pas le droit de rester jusqu'au soir. Toi, ce que tu pouvais faire, c'était travailler les heures pour lesquelles tu travaillais en tant que moniteur pour la plongée. Et Mhm. à une certaine heure, tu sortais et on fouillait même vos sacs avant de sortir. Et moi, j'ai demandé que tu viennes dans la chambre parce que j'avais besoin de ton aide, ce qui n'était pas vrai du tout. Et ce qui m'a beaucoup happé, c'est que tu m'as dit, je t'ai offert de prendre une douche et tu m'as dit que c'était la première fois de ta vie que tu prenais une douche d'eau chaude. Oui. Après, je pense qu'il y a deux raisons pour cela. La première, c'est que mon habite à Cuba, on n'a pas besoin de beaucoup d'eau chaude dans la maison. Mais depuis que j'étais petit, chez moi, il n'y avait jamais d'eau chaude. On était tout le temps, on devait bouillir l'eau avec un casserole et ensuite les verser dans un seau et avec ça, prendre la douche. Ensuite, les hôtels à Cuba n'ont pas les mêmes conditions que les maisons de Cuba. Voilà, donc pour moi, c'était interdit à tous les travailleurs d'aller dans les chambres. Et la première fois que je suis allé dans une chambre, c'est grâce à toi.
Et la première fois que j'ai appris une chose, c'est grâce à toi aussi. Waouh, j'ai vu la différence. C'était, c'était comme découvrir. Mon papa, il dit que la meilleure chose qui s'est inventée au monde, c'est le frigidaire, parce qu'on habite à Cuba. Et comme il fait très chaud, quand tu prends de l'eau froide, ça réfléchit, voilà. Donc, pour quelqu'un qui habite dans le froid, la douche chaude, c'est super. Donc, oui, pour moi, c'était une découverte. Et je me rappelle que tu avais des cheveux parce que j'avais coupé tes cheveux. Oui, je me rappelle, ouais. Ça avait été vraiment génial parce que tu étais venu voir, je pense que tu avais eu droit à 2 fois à venir voir le spectacle et tu n'étais jamais resté voir un spectacle le soir. Et plutôt que de voir des Cubains en spectacle que tu as vu beaucoup dans ta vie, c'était des Canadiens qui arrivaient avec complètement autre chose pour l'animation. Et je me rappelle il y avait beaucoup d'étoiles dans tes yeux. On avait eu quelque chose de magique. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Toi, tu sortais en mer avec nous à tous les jours parce que j'aimerais dire que Andy, tu es, plus pour moi un poisson qu'un homme. Tu es né presque dans l'océan que tu aimes passionnément et tu étais mon instructeur. C'est la seule fois que j'ai fait de la plongée dans ma vie, ça a été avec toi. La première fois que je suis allée en vacances et la fois où on est allé avec les artistes, M. Moore avait fait en sorte qu'on avait seulement pour les artistes une plongée par jour et c'était avec toi. J'avais incité que c'était avec Andy. Et donc, à tous les jours, on pouvait faire une sortie de plongée, de la vraie plongée, pas seulement de l'apnée, avec toi. Mhm. Oui, j'ai découvert la mer quand j'avais 4 ans à Cuba, et à la plage, à Varadero. On m'a offert le plus beau cadeau de ma vie, un masque de plongée. Et quand j'ai regardé sur l'eau, j'ai vu ça et c'est waouh, c'est là que je veux être. Et voilà, donc depuis ce moment-là, j'ai passé tout, tout dans ma tête, c'était comment passer du temps sous l'eau, sous l'eau, sous l'eau, sous l'eau. Et en apnée, après, j'ai fabriqué des fusils pour faire la chasse sous-marine. Et après, tout le temps en apnée. Et après, une fois, j'ai commencé à plonger avec la bouteille à l'âge de 17 ans. J'ai rencontré un copain qui lui était moniteur de plongée. Et ouais, j'ai dit, wow, j'aimerais faire ce boulot-là. Et ensuite, à Cuba, j'ai fait des études. Après, j'ai passé le service militaire en tant que plongeur. Et ensuite, à l'âge de 20 ans d'examen, et j'ai décroché le boulot au Super Club. Et là, on s'est rencontrés. Et pour moi, plonger, c'était, au lieu de me payer pour plonger, tu voulais payer à quelqu'un pour me laisser plonger. Voilà, c'est une passion devenue réalité. Et j'ai fait tout le temps, toute ma vie, et vraiment. Parce que chaque plongée, elle est différente. On rencontre les gens et aussi les espèces et chaque plongée est unique. Donc, chaque plongée, c'est une découverte, une aventure et c'est jamais la même, c'est toujours quelque chose de nouveau. Comme si, comme si tu allais à renaître à nouveau à chaque fois. Moi, Et j'ai c'est super. découvert ça grâce à toi parce que moi, j'avais peur. J'ai pris un cours de plongée en piscine avec toi. Tu m'as expliqué tout ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Et j'avais la chance d'être directement derrière toi avec le père de ma fille à ce moment-là. Et tu étais toujours prêt. Moi, j'avais juste besoin que tu sois près de moi. Et je me rappelle un jour, j'ai paniqué parce qu'il y a eu de l'eau dans mon masque et j'allais monter à la surface très vite et tu m'as attrapé par un pied. Pour me stabiliser et me calmer. Mais toi, comme on va le voir dans l'entrevue, tu es vraiment plus un poisson qu'un humain. Je pense que tu respires mieux que les poissons dans l'eau. C'est complètement fou. Mais quand on est allé avec les artistes, j'allais te demander si tu as une bonne mémoire parce qu'aujourd'hui, on a André qui regarde, une des 3 chanteuses Bonjour André! Et je t'ai demandé, quand je t'ai parlé dernièrement, je t'ai dit, est-ce que tu te rappelles des gens avec qui on est allé? Et tu as une mémoire phénoménale. Oui, je me rappelle, bien sûr. Après, en fait, à Cuba, j'ai gardé des photos que tu m'avais envoyées et je n'ai pas les photos sur moi, mais je me rappelle. Après, c'est sûr qu'on a tous vieilli un petit peu, hein, excepté toi. Non, non! Je me rappelle beaucoup de tous, oui, oui. De Julie, de Guy, de Benoît, de Carl, de tous, 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 C'est tous. C'était incroyable, tu as une une mémoire phénoménale. très belle rencontre. Très, très, très belle rencontre. Et qu'est-ce que tu te rappelles qu'on t'avait acheté? Parce que toute l'équipe, on est allé manger chez toi, on est allé faire l'épicerie ensemble, on a vraiment vécu des choses magnifiques. Entre autres,
Tu nous as amenés dans un endroit que personne ne connaît en tant que touriste. Tous les gens qui vont à Varadero chaque année ne sont même pas au courant de ça. Tu nous as amenés, on a loué une Jeep. Tu nous as amenés dans les terres, on ne savait pas où on allait et tout d'un coup, on est arrivé dans une grotte magnifique. Qu'est-ce qu'on trouvait là-bas? À Cuba, on a des grottes. Après, il faut connaître l'endroit, mais c'est très, très, très beau. L'eau elle est douce. Après, à une certaine profondeur, l'eau douce se mélange avec de l'eau chaude, avec de l'eau de mer. Et on trouve petits poissons aveugles et on trouve des choses très magnifiques. Et l'eau est très, très claire. On a la chance d'avoir la mer et la grotte et c'est Est-ce que super. tu te rappelles que vous plongiez de très haut dans cette grotte-là? Oui, oui, oui. Je me rappelle. Mon, Oui. mon père était fasciné de vous voir aller et tellement que l'eau était belle et claire et profonde qu'à un certain moment donné, mon père était dans le milieu de l'eau et il a pris panique. Il est revenu sur le bord parce qu'il avait l'impression d'être en altitude et qu'il allait tomber dans un trou. On dirait qu'il n'y avait pas d'eau tellement c'était clair jusqu'à très profond. Mhm. C'est complètement fou. Et tu te rappelais qu'on t'avait acheté quelque chose. Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qu'on t'avait donné avant de partir? Oui, alors, pour parler simplement de la grotte, la chose la plus claire, la plus jolie, c'est dans la grotte, quand il y a le soleil qui rentre, Oui, les rayons de soleil qui rentrent, et ça fait une espèce d'effet magnifique, magnifique. Et donc, quelque chose qui se fait de la grotte, c'est la plus belle, il y a deux façons de regarder la grotte. De haut en bas, et du bas vers le haut. Parce que quand c'est au fond et tu regardes en haut, c'est autre chose aussi. Donc, c'est sublime le spectacle. Des fois, on a voilà, des images magnifiques. Alors, je me rappelle que avant de partir, vous m'avez acheté un truc, un vélo, un vélo. Et c'était le vélo en VTT. Et waouh, waouh, waouh. Je l'ai gardé très, 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 de longues années, de longues années. Et ensuite, après, j'ai parti au Cuba et j'ai laissé à mon papa. Mon papa, il a gardé de très, très longues années ce vélo. Magnifique. Après, j'étais tout le temps en vélo de chez moi, au boulot, en vélo, en vélo, en vélo. C'était très, très, très beau cadeau, très beau souvenir. tu as gardé des souvenirs qui vont plus loin que les miens. C'est phénoménal parce qu'il y a eu vraiment un contact entre toi et moi dans le temps avec Carl aussi, où on avait essayé de te faire venir au Canada. On Mm. avait fait les démarches, on avait rempli les papiers et à ce moment-là, on t'a refusé la sortie de Cuba parce que tu étais un risque selon eux. Tu étais quelqu'un qui n'avait pas de femme et d'enfants et donc ils ne voyaient pas l'intérêt pour toi de retourner. Alors que toi, ce n'était pas du tout pour te sauver que tu voulais venir ici. Moi, je le savais et je suis heureuse d'être encore dans ta vie et être capable de comprendre qu'effectivement, ce n'était pas ça que c'était ton intention. Explique-nous comment tu es sorti et à maintes reprises du pays par la suite. Alors, il faut savoir que Cuba, c'est un point à part dans le monde entier. C'est un pays avec des lois qui sont complètement différentes, des lois qui vont aussi restreindre la liberté des Cubains. Mais ça a changé un petit peu, ça a beaucoup changé maintenant. Mais à l'époque, pour quitter Cuba, il fallait avoir, numéro un, une lettre d'invitation. Ça veut dire un touriste, quelqu'un qui habite dans un autre pays, qui vont être plus ou moins sponsorisés. Comme Voilà. je voulais Donc, faire. voilà. Ces lettres, c'était uniquement pour Cuba. Et après, la personne devait, à son pays natal, faire la démarche nécessaire pour pouvoir montrer qu'il a les capacités d'accueil de la personne qui l'invite, que ce soit financier, que ce soit un logement, que ce soit stabilité, etc., etc. Ensuite, c'est l'ambassade du pays dans lequel on va visiter qui donne les faux verts ou non pour accorder un visa. Comme Cuba, c'est un pays avec beaucoup de besoins, etc., la plupart des Cubains qui quittaient Cuba, on va dire, je ne sais pas combien de pourcentage, mais ils quittaient Cuba et ils ne revenaient plus après. Donc, dans le Canada et d'autres pays, ils n'allaient pas donner des visas facilement à un Cubain qui avait des possibilités de devenir un immigrant. D'accord? Donc, mon visa a été refusé. Et c'est dommage parce que
on met tout le monde dans le même sac. Ceux qui pensent comment fuir le pays et ceux qui souhaitent connaître d'autres pays, mais toujours retourner à ses origines. Et moi, à Cuba, j'étais très heureux. J'avais ma maman, mon papa, ma soeur, ma nièce, mon neveu, j'avais ma copine, j'avais mon boulot que j'aimais et j'ai plongé tous les jours. Donc, c'était pour moi un paradis. C'était pas contre. Depuis que j'étais petit, de chez moi, je partais pour connaître plus loin. Mm. Contre l'accord de mes parents, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Parce que je pense que c'est dans mes gènes. Et connaître autre chose, découvrir, 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 prendre des risques, l'aventure, etc. Donc, aller visiter le Canada, c'est une façon de découvrir d'autres pays, mais aussi de partager avec vous toutes les choses qu'on avait partagées à Cuba. Mais à ce moment-là, c'était toi l'amphitryon. C'est-à-dire que c'est toi qui allais me montrer à moi tout ça. Donc, c'est un très, très bel échange. Malheureusement, ils n'ont pas comme ça et ils m'ont dit non. Voilà. Et je suis reconnaissant de tous les efforts que tu as fait, toi et Carl, financièrement et aussi toutes les démarches parce que c'est pas donnant, c'est pas donné. Et dommage que ça n'a pas abouti. Ensuite, pour répondre à ta question, comment j'ai quitté Cuba? La première fois que j'ai quitté Cuba, c'était pour aller en Jamaïque. Parce que le Super Club, l'hôtel de Cuba, c'était ensemble avec la Jamaïque. Ce sont des chaînes hôtelières. Et donc, j'ai parlé avec M. Moore et je lui ai dit, si un jour, je peux aller en Jamaïque pour faire des stages, moi, j'aimerais bien. Et lui, il m'a dit, pourquoi pas? Et donc, il m'a envoyé en Jamaïque. C'est la première fois qu'il a quitté Cuba. Il m'a envoyé pour un mois. Et après, quand j'étais là-bas, le chef de Jamaïque ne voulait pas que je quitte. Non, Il voulait c'est me garder. certain. Oui. Il était très content. Donc, finalement, il est resté 7 mois en Jamaïque. Wow. C'est la première fois qu'il a quitté Cuba. Et en fait, en 7 mois, j'ai vécu 10 années de ma vie. J'ai compris plein de choses par rapport à d'autres pays, d'autres modes de fonctionnement, etc., etc. Et une des choses qui m'a marqué le plus, c'est que j'ai fait la connaissance d'une des personnes que j'aime plus. C'est une amie à moi américaine. Elle s'appelle Susan Freeman. Et depuis que j'étais petit à Cuba, on était éduqués que les Américains sont nos ennemis. Et donc, c'est les ennemis, les ennemis. Quand je suis allé en Jamaïque, et Susan et moi, on était comme des frères. C'est pour dire que malgré toutes les choses qu'on te met dans la tête, c'est à chacun de faire son propre chemin, de choisir ses propres amis. Et même dans le sein de ta famille, tu peux avoir des personnes qui ne t'aiment pas. Alors pourquoi avoir des ennemis si tu ne connais pas la personne? Donc c'est à toi-même d'aller. Et Susan, ma copine américaine, elle a pris des risques. Elle est venue me visiter 3 fois à Cuba. Et ensuite, en 2015, je suis allé aux États-Unis les rendre visite à Suzanne. Et on a partagé beaucoup de choses. Donc, c'est une preuve d'amour des deux pays qui sont des ennemis jurés par les gouvernements, mais pas par les gens. Voilà. C'est une preuve de C'est confiance. tellement magnifique. Il y a plein de gens qui envoient des petits cœurs. Tu as touché quelque chose de tellement important, de faire sa propre idée, d'ouvrir ses horizons, de prendre le temps d'écouter les autres. Toi, on t'a forcé à penser d'une certaine façon parce que tu ne voyais pas autre chose et tu es devenu quelqu'un de totalement différent parce que depuis, tu as vécu beaucoup de choses. Et moi, ça m'amène à te demander de nous expliquer. Moi, je t'ai retrouvée en 2011. Jamais j'aurais pensé que tu allais te retrouver à Paris. Parce qu'aujourd'hui, tu habites Paris. Tu es là en ce moment à Paris. On va découvrir pourquoi. Euh, En 2011, quand je me suis rendue pour le travail à Paris, je me suis dit, c'est quand même extraordinaire. On s'est rencontrés il y a longtemps. On a gardé contact. Grâce à Facebook, on s'est retrouvés. Et là, moi, je suis de Montréal, toi, tu es de Cuba et on se retrouve à Paris. C'est magnifique, la vie. Et là, tu as pris le temps de venir voir une belle journée. On a pris beaucoup de temps pour parler et tu m'as raconté une histoire qui m'a chavirée. Tu m'as raconté ton histoire je ne veux pas tout vendre le punch, mais quand tu es allé faire du harponnage et que tu es resté en mer. Est-ce que tu peux nous expliquer toute l'histoire, ce que tu as vécu et le pacte que tu as fait avec Dieu parce que tu aurais pu vraiment laisser ta peau?
dans la mer? Alors, je pense que euh, la plus belle énergie qui fait bouger les choses et qui fait bouger le monde, c'est l'amour. L'amour, c'est quelque chose dans lequel on donne et on reçoit en donnant. Et quand j'étais à Cuba, dans le même hôtel, j'ai rencontré la maman et mon fils et je l'aimais beaucoup. On s'est rencontrés, on s'aimait, voilà. Et donc, c'est une relation d'amour qui a duré dans la distance des années, etc. Je suis venu en France plusieurs fois, elle est venue à Cuba. Et après, j'ai voyagé un petit peu plus. J'étais en Italie, en Espagne, j'ai traversé l'océan Atlantique en un voilier. Et ensuite, je me trouve à Cuba après le 11 septembre. Donc, le 11 septembre, normalement, j'étais censé de retourner aux îles Grenadines pour trouver un boulot en tant que moniteur de plongée. Mais avec la chute du tourisme, il n'y avait rien. Et comme il n'y avait pas de boulot à Cuba, je faisais beaucoup la chasse sous-marine. Donc, j'allais en vélo de chez moi à Cardenas à Varadero. Et ensuite, je nageais pendant 6 heures, 7 heures pour faire la chasse sous-marine. Et avec ça, je nourris ma famille. Donc, on allait à Varadero pour faire la chasse sous-marine. Je rencontre des copains à moi qui m'ont dit, Andy, viens avec nous en bateau. Je me dis, pourquoi pas? Donc, je suis allé avec eux en bateau. Mais eux, ils pêchaient à l'américaine. Ça veut dire un système dans lequel tu dois pêcher tout seul et la moitié de tout ce que tu pêches, tu dois le partager avec les propriétaires du bateau. Donc, on s'est jeté à l'eau le matin et comme c'est chacun pour soi, on ne se surveille pas beaucoup. Et on passait après près du bateau. Le bateau, il récupère la bouée avec tous les poissons. Il est même sur le bateau, il lance la bouée. Tu restes dans l'eau et tu continues à nager. Et comme ça. Mais à un moment donné, il restait sur place parce qu'il y avait plein de poissons. Le bateau, il partait plus loin. Il ancrait à 500 mètres. Et comme il pensait que moi, j'avais passé près du bateau sans poisson, il a décroché l'ancre. Il était plus loin. Et moi, il restait sur place. Plein de poissons. Et finalement, les bateaux venaient me chercher. Mais ils ne me voyaient pas parce qu'ils étaient face au soleil. J'ai fait signe, comme ça, ils ne me voyaient pas. Et bon, j'avais un très gros mérou, un gros poisson au fond de l'eau, etc., avec la flèche. Et j'étais obligé de couper tout, de laisser le poisson et de partir derrière le bateau. Et finalement, j'ai lâché tous les poissons, j'ai lâché ma ceinture de plomb pour aller nager. Et je pensais que le bateau, il allait lancer l'ancre et s'arrêter quelque part pour que je puisse l'aborder. Non, ils ont continué, me chercher, mais dans la mauvaise direction. Et donc, finalement, la nuit est tombée et tu voyais une petite lumière du bateau. Je suivais, mais après, plus de lumière. Donc, à ce moment-là, on se trouve tout seul. Il y a plein de choses qui passent par la tête. La première chose, c'est un état de colère. Un état de colère parce qu'on colère contre ces personnes-là. Mais pourquoi ils partent? Pourquoi ils ne s'arrêtent pas? Pourquoi mais attendez-moi. Donc, il y a beaucoup de colère. Un conflit de culpabiliser les autres de ta situation. Mais après, avec le temps, on se rend compte qu'on est tout seul et qu'on n'a pas le choix de sauver sa vie, mais il faut gérer mieux ses émotions et gérer mieux ses énergies. Parce que la colère, pleurer, se plaindre, critiquer, juger, ça ne sert à rien. Il n'y a que toi tout seul. Donc, comment tu vas sauver ta vie? Eh bien, il faut faire appel au mental et dire, allez, tu peux. Et donc, tu commences à nager dans la même direction du bateau avec l'espoir qu'il va s'arrêter, avec l'espoir. Mais la nuit tombée, après, tu ne vois rien. Et continue à nager. Sauf qu'à un moment donné, il y a les vagues énormes, la pluie, et rien à manger, rien à boire. Et j'ai commencé à avoir tellement soif parce qu'il respiré par les tubes. Et à 7 heures du matin, quand je mangeais des croquetas avec beaucoup de choses salées et j'avais très soif. Donc, j'ai commis une grave erreur, c'est de boire de l'eau salée. J'ai bu de l'eau salée. Et ça a provoqué beaucoup de diarrhée.
beaucoup de diarrhée, mais plus de 40 diarrhées. C'est passé la nuit du 25 au 26 novembre. Donc, l'eau à Cuba, elle était froide. Heureusement, il y avait une combinaison. Mais tous ces diarrhées dans la combinaison, tout ça, ça brûlait partout. Ça a brûlé ta peau. Ta peau, parce que quand j'ai commencé à arrêter la combinaison, il y a l'eau froide et commencé à avoir froid. Donc, j'ai continué à nager. Et après, j'ai commencé à vomir, mais tout. Et à un moment donné, on n'a plus de force, vraiment, mais il faut sauver sa vie. Et donc, à l'époque, je ne croyais pas en Dieu. Mais je me sentais tout petit au milieu de l'océan. Tout petit, quoi faire? Donc, j'ai commencé à implorer le Seigneur et dit, j'aimerais que tu sauves ma vie. Et voilà, j'ai imploré de me donner la force de continuer, la force de me battre, la force d'aller au bout et de sauver ma vie. Mais pas pour rien. Donc, je visualisais comme si j'étais dans une assiette en train de nager. Il y était une petite fourmi. Et autour de l'assiette, ma famille, qui m'avait donné tout l'amour pour qu'après, dans la vie, je puisse l'utiliser pour me battre pour ma vie. Et eux, ils étaient tous autour comme ça, en train de me regarder, mais avec les bras croisés parce qu'ils ne pouvaient rien faire pour moi. Et tout ce que moi, je devais faire, c'est sauver ma vie en utilisant la force de l'amour qu'eux me portaient à moi, à ce moment-là précis. D'accord? Et donc, j'ai commencé à penser à ma famille, mais la chose qui m'a donné plus de force et plus d'énergie, c'est de vivre des expériences nouvelles que j'ai jamais vécues, de vivre quelque chose de nouveau. Et donc, ça, c'était penser à l'enfant que j'ai toujours rêvé d'avoir, mais qu'à l'époque, je n'avais pas eu. C'était mon fils Andrew. En fait, depuis l'âge de 20 ans, je voulais papa. Et j'avais déjà écrit des lettres à mon fils sans les connaître. J'avais laissé mon fils comme il était à la plage avec moi, tout. Et à ce moment-là, je me suis dit, Dieu, aide-moi à avoir mon enfant. Si je sauve ma vie, je vais contacter la femme que j'aime, que c'est la maman de mon fils, et je ferai tout pour avoir l'enfant que j'aime. Et donc, j'ai commencé à nager, il a compté le mouvement, il m'a arrêté, il m'a dit à ma tête, allez, tu es un champion, tu vas le faire, tu vas réussir, tu n'es pas un perdant, tu es un champion. Allez, go. Continuez. À un moment donné, j'ai regardé le ciel, il y avait de la pluie, et après, j'ai commencé à voir un avion, les lumières d'un avion, et je me suis dit, combien de fois j'étais dans un avion, et j'ai regardé de haut l'océan. Et aujourd'hui, c'est le contraire, je suis en bas, je regarde vers le haut. Et donc, cette image m'a rappelé une histoire d'un cheval qui a tombé dans son fossé. Et son patron de cheval, il aimait beaucoup ce cheval. Mais il ne voulait pas le voir souffrant. Il a demandé à son conjoint de le tuer. Il pensait qu'il était mort. Et donc, au lieu de le tuer, il émançait de la terre par-dessus. Et le cheval, il faisait comme ça. Il montait dessus. Ensuite, plus de terre, et plus de terre mettait dessus, plus le cheval, il montait finalement, le cheval a sauvé sa vie. Donc, je me sentais comme ce cheval-là. Plus il y avait mal, plus il faut que je trouve des énergies pour sauver ma vie, pour vivre des choses qu'il valait la peine vivre. Et ce n'était pas mon dernier jour. Allez, tu es un champion, tu vas le faire. Allez. Finalement, j'ai continué à nager. Et après, quand j'ai commencé à voir les lumières d'un phare qui s'appelle Cayo Piedra, une petite île. Et dans ce phare-là, j'ai passé mon service militaire. Tu le connaissais? Oui, parce que j'ai passé mon service militaire. Et dans le service militaire, j'étais chargé d'échanger les ampoules et les bouteilles de gaz pour la lumière des phares. Et tous les 10 secondes, et donc j'ai commencé à nager, à regarder le phare, mais avec des vagues, on ne voyait pas, etc. Je me suis guidé par les phares. Et je suis arrivé au phare, à la petite île, à 6h12 du matin. Et mon fils, il est né à 6h12 du matin.
Alors Ça, c'est là, je voudrais juste vous dire qu'on parle de synchronicité. tout à fait. Magnifique. Il est resté entre 22 et 23 heures dans la mer, tout seul. Et grâce à Dieu, j'ai sauvé ma vie. Grâce à avoir l'espoir Ta de foi. continuer à vivre, pour voir et pour vivre des choses encore, pour donner de l'amour à ma famille, d'un enfant, un petit enfant pour mes parents. Voilà, c'était pas la fin, il fallait continuer, 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 continuer. Donc, je pense que l'être humain, il ne sait pas de quoi il est capable, d'accord? Il ne sait pas de quoi il est capable. Il faut euh, mettre ensemble toute l'énergie depuis qu'on est petit. On est pour être champion. On n'est pas pour être perdant. Depuis qu'on est un champion. Et malgré toutes les difficultés de la vie, malgré la chose pire qui peut arriver, il y a toujours une petite lumière. D'accord? Et toi, la lumière t'a guidé. Dieu, il te donne la perche. À toi de t'attraper et de monter. Et il ne peut pas faire les choses à ta place. Donc, c'est très légitime qu'on ait perdu, d'implorer, d'essayer de trouver toutes les ressources possibles. Mais si tu as une petite lumière comme ça, il faut s'accrocher. Parce que le lendemain, la lumière sera encore plus grande. Et on sera fier d'avoir accompli ça. Et on sera aussi redevant devant Dieu de remercier pour ces moments-là et de savoir qu'on n'est pas seul. Et voilà. Je pense que s'il y a un message à transmettre à quelqu'un, c'est qu'on n'est jamais tout seul. Que s'il y a quelque chose, qu'il y a toujours quelqu'un avec nous qui nous protège, qui nous guide. Il faut simplement avoir la foi. Et à ce moment de difficulté, c'est s'intoniser avec la source et dire, je ferai tout ce qui dépend de moi. Tout ce qui ne dépend pas de moi, qui ne peut pas contrôler, s'il te plaît, aide-moi. Et je pense qu'à la fin, Dieu il nous aide à accomplir des grandes choses parce qu'on les mérite et parce que la vie mérite d'être vécue de cette façon-là. Voilà. Je pense que je peux être très humble. Ce n'est pas moi qui ai sauvé la vie, c'est Dieu. Après, mes amis disent, non, mais tu avais l'entraînement et tu habitué. Oui, oui, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas la même chose de nager que nager qu'on est complètement déshydraté. De nager quand tu es perdu complètement la nuit, tu ne sais pas où tu vas. De nager, voilà, ce n'est pas la même chose. Voilà, donc, voilà, c'est une expérience Tu aurais très que, bien tu aurais pu nager dans la mauvaise direction dans la mauvaise direction, tout à fait. et t'éloigner du rivage. M'éloigner, tout à fait. Ce que tu dis, je ne voulais pas t'interrompre parce que tu as des mots tellement justes, ton intention est tellement pure. J'aime pas mettre les gens sur un piédestal, mais je pense que ton discours est tellement puissant que vous allez vite comprendre pourquoi Andy est pour moi le mentor de tous les mentors. Parce que ce n'est pas d'avoir fait une chose nécessairement, mais c'est tout l'essence qui vit en toi. Pour moi, tu es quelqu'un qui est. T'es une lumière pour tout le monde. Tu es tellement dans l'intention pure, tu penses tellement aux gens autour de toi, tu penses jamais que à toi. C'est ce qu'on va apprendre en découvrant qui est Andy, mais pour moi, tu es parti d'un pays où on te restreint sur tellement de choses et tu es un vrai Cubain. Les Cubains, pour moi, c'est des gens qui sont dans la résilience, qui sont dans le... On vous donne rien et vous faites tout avec ça. Vous êtes tellement original, tellement débrouillard. Vous avez ça en vous et toi, tu l'as fois 1000. En partant, tu es un poisson. Tu as été appelé à la mer depuis. Ton appel était là depuis toujours. C'est pas tout le monde qui aurait survécu à ce que tu as survécu. Ça a pris une force immense, un savoir de comment on fait dans l'eau. S'il y avait une personne sur Terre qui pouvait faire cet exploit-là, c'était toi. Et tu n'es pas arrivé sur la plage comme beau Derek, sur le sable beau et plat. Où es-tu arrivé après ton 23 heures en mer? Alors, moi, je veux très humble, je me sauvé à moi-même, mais c'est grâce à Dieu, grâce à
à mon fils, à cette foi, à ses forces. Je pense que quand on est dans une situation comme ça, il faut trouver la force, il faut trouver une raison pour laquelle continuer à se battre. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut savoir que demain, c'est encore plus beau, qu'on va voir la lumière au bout du tunnel. Alors, pour répondre à ta question, oui, tout à fait. Ce n'était pas contre la plage, j'ai tombé contre le récif. Et après, j'ai monté sur le récif. Et après, sur les bordures des récifs, j'ai lancé mon masque, mes palmes, et j'ai commencé à vouloir marcher sur l'île, mais il est tombé comme un bébé parce qu'il était complètement au-dessus de la tête. Je n'avais plus de force. Il est tombé sur les cactus, dans la tête, dans les mains, dans les épaules. Et en regardant, j'ai vu que les bateaux que m'avaient avec mes copains, ils étaient là-bas, dans la petite plage. Parce que eux, ils sont allés au port après. Ils ont demandé au garde des côtes cubaines. Et la garde des côtes cubaines oublie, il est mort parce qu'il y avait un très mauvais temps. Mais un copain, moi, qui était à Cuba, dans les ports, il a dit non, je connais Andy, c'est un gagnant, il est vivant, il faut aller le récupérer. Donc, les autres de ce bateau, ils ont passé la nuit à côté de l'île pour aller me chercher le lendemain. Et donc, j'ai vu le bateau, et après, je me suis jeté à l'eau, j'ai nagé, et quand je suis arrivé, il dormait, c'était à 6h12 ce matin, et il a commencé à monter sur le bateau. Ah, il est vivant, il est vivant. Il a monté sur le bateau, et la première chose qu'il a pris, c'est la casquette d'un copain. Il l'a mis dans ma bouche pour boire. Je pensais que c'était de l'eau. Ensuite, j'avais mon couteau, ils m'ont retiré mon couteau. J'ai pris mon couteau, je l'ai mis dans la bouche pour boire. J'ai déliré, tellement il avait soif. Wow. Ensuite, ils m'ont ramené à la terre et de là-bas à l'hôpital, dans un bus. J'étais assis dans le bus et tous les 2 secondes, je me levais comme ça. Ah, Je me suis levé, pourquoi? Parce que je cherchais toujours les phares. Tous les 10 secondes, je me mettais debout pour regarder le phare, alors qu'il était déjà sous terre. En fait, le cerveau, il était programmé à la survie. Et il n'y a pas d'explication. Je pense qu'on est en mode de survie et que, voilà, c'est une expérience. Et, et je pense que les Cubains, peut-être, on a cette capacité d'adaptation et tout ça, dû, je pense, d'une part à, à l'éducation. À l'éducation, parce que quand tu n'as pas beaucoup de choses, tu apprends à être heureux avec peu. Et quand on était petit à Cuba, on n'avait pas les téléphones portables, on n'avait rien. Bon, à ton époque non plus. Mais on passait le temps dans la rue en train de jouer partout avec les amis. Donc, ça crée la facilité d'échange, la confiance en soi, de s'affronter à tout type de copains, les violents, les moins violents, à t'en sortir toi-même dans des situations difficiles. À Cuba, j'avais un seul paire de chaussures, j'avais un seul pantalon, qui me rappelle une fois, il est tombé, il est cassé le pantalon, ma maman m'a frappé énormément. Donc, quand tu es dans les besoins, tu n'as pas autre solution que de t'en sortir. Et voilà, je pense que ça crée dans les Cubains cette capacité de pouvoir s'en sortir, peu importe la situation. Et je pense que c'est une chance, quelque part. tu vois, André a dit exactement ce que j'allais dire parce que je me suis surprise à décrocher de l'entrevue et je te regarde, j'ai seulement envie de t'écouter parler. C'est ce que ça m'a fait en 2011 quand tu m'as raconté ton histoire. C'est, tu pourrais faire un film. Et je le dis très sérieusement. Ta vie devrait être portée à l'écran dans un film qui serait absolument incroyable. On est seulement à la pointe de l'iceberg de ta vie là, présentement. C'est pas seulement parce que toi, je sais que tu ne veux pas mettre la lumière sur toi, mais c'est ta résilience et le message d'espoir qu'il y a dans tout ce que tu as vécu et qui est jamais que pour toi. On va le voir au cours de l'entrevue, mais tu as cette conscience sociale des autres qu'ont les Cubains. Quand je t'ai rencontré en
quelle année? Je pense que la première fois, c'était en 80. La 14, hein? dernière fois, ça devait être 93. Je me rappelle très bien que la première fois que je suis allée, j'avais sorti du super club des assiettes pleines de nourriture que j'avais empilées dans un sac de voyage et que j'avais sorti sous la clôture pour te donner de la nourriture. Et je me rappelle d'un moment où tu as une pomme et que tu prends une bouchée de pomme et que tu partages avec ton ami. C'est dans la conscience sociale que vous avez. Toi, manger une pomme complètement en ayant faim, en sachant que ton ami a faim, c'était pas pensable. Alors, si ça avait été que d'une bouchée et de partager avec les autres, vous avez ça profondément en vous. Et c'est ça qui arrive quand on est dans une situation, dans un pays, dans une situation économique où on n'a pas beaucoup, alors qu'on pourrait penser que tous ceux qui ont quelque chose gardent tout pour eux, parce que c'est beaucoup ça la culture ici au Canada. Quand on a beaucoup de choses, on ne voit pas assez de compassion et d'amour. Et vous, dans les Cubains, parce que Dieu sait que j'ai vécu beaucoup à Cuba de par mon métier. En étant agent de bar, j'y allais régulièrement, en plus de mes vacances, et on voit ça. Et curieusement, je connais bien ton cousin, Yuri, qui Mhm. depuis des années que je le vois à mon travail, et je n'avais jamais fait la corrélation que c'est ton cousin, Yuri. Et ça, dans toi, ça existe très profondément et tu as encore cette conscience sociale de ne pas tout prendre pour toi, d'être conscient de ce que la valeur de l'argent, la valeur des choses et comment on peut partager. Ça, c'est absolument magnifique. Juste pour ça, on pourrait faire un film sur toi, assurément. Là, alors, je pense qu'en fait, je veux pas. C'est, je pense pas que je mérite pas un film sur ma vie dans le sens Oui, que je n'ai pas fait plus que quelqu'un d'autre dans la vie. Non, c'est pas ça. Simplement, je pense que la solidarité, cet esprit de partage et de solidarité, ça vient avec l'éducation de chez soi depuis qu'on est petit. Ça vient du pays où on sait. Mais je pense que c'est tellement, tellement naturel quand j'étais petit, depuis que j'étais petit à Cuba. La chose qui me faisait bouger, c'est le fait de me sentir utile aux autres. Mais c'est quelque chose d'inné. J'étais petit à Cuba et s'il y avait quelqu'un en faisant quelque chose, par exemple, j'avais la famille et moi qui cultivait du riz et empiler le riz et faire ça. C'était une façon de. Pour moi, il n'y avait pas une raison d'être autre que dans l'action de pouvoir te sentir utile à quelqu'un d'autre. Et c'est quelque chose de très naturel qu'on ne réfléchit pas. Et parce que c'est naturel de donner, c'est naturel de remercier, c'est naturel de partager, c'est naturel d'être solidaire parce qu'on n'est pas né tout seul. Je suis le résultat de grâce à toutes les choses que d'autres personnes font pour moi. donc tu Donc, ne t'es pas dit, je vais leur demander un salaire pour aller les aider à ramasser le riz. la chose naturelle, c'est se donner aussi pour faire quelque chose pour des autres que tu ne connais pas. Parce que c'est très simple. Qui a construit l'hôpital où tu es né? Tu ne sais pas, mais c'est grâce à quelqu'un d'autre. Les moindres des choses, c'est que toi, tu puisses participer à la construction de l'hôpital pour notre enfant. Qui a participé à construire la voiture que ta maman et ton papa t'amener à l'hôpital? Tu ne sais pas. Mais si toi, tu prends la voiture à quelqu'un qui est dans les besoins, et c'est quand même un lien. On est tous dans un tissu indissociable, comment ça s'appelle? Voilà, c'est très naturel. C'est très naturel. Je ne vois pas, je ne suis pas un héros parce qu'il partage ça. Tu vois, c'est quelque chose de naturel. C'est une évidence. Mais c'est C'est une dans évidence. votre éducation. C'est les Cubains qui sont comme ça. Et il y a quelque chose de beau, de grand, de Mais, magnifique. mais j'ai trouvé ça aussi en France et dans beaucoup de pays. En fait, en France, à un moment de ma vie, c'était difficile. C'est un trou noir. Je me suis trouvé dans la rue et pas de situation de personnelle de conflit avec la maman et mon enfant. Et finalement, je me trouvais dans la rue. J'étais dans la rue et après, j'étais hébergé par le Secours catholique dans une église 3 jours et après chez les gens. Et dans cette église, j'ai rencontré des gens avec un cœur énorme. Et donc, cette solidarité n'est pas uniquement liée à Cuba ou à moi, c'est aussi lié à un esprit que c'est international.
il n'y a pas de limite géographique, il n'y a pas de limite. C'est dans l'être humain. Je pense que l'être humain, il peut être assez méchant pour détruire la planète, pour détruire l'humanité en soi, mais pour faire des choses magnifiques, énormes. Ici, en France, il y a un monsieur qui s'appelle l'abbé Pierre, qui lui se battait pour les droits des immigrants. Et lui, et toutes les personnes sans abri, combien de fois il a manifesté pour que les gens... Donc, si il faut faire un film sur la vie de quelqu'un, c'est pas sur la vie de quelqu'un qu'il faut faire le film. C'est pour les choses que cette personne a fait qui peut laisser une trace d'un exemple que quelqu'un à suivre pour un comportement humain, pour être plus humain et avoir plus d'humanité. D'accord? Et pour moi, un film, dans ce sens-là, il y a du sens. Pas pour la personne en soi, sinon pour la trace qu'il laisse d'un esprit à suivre par rapport à quelque chose de positif. Et tout le monde a... Et Jacques Cousteau, on a fait plein de films de Jacques Cousteau, et grâce à lui, on connaît beaucoup les océans, les arrécifs, etc., etc. Et Gandhi, on a fait le film de Gandhi, de la non-violence. Chacun a des choses à donner et des choses positives pour, je ne sais pas, pour qu'on devienne des meilleurs êtres humains. Voilà. Mais tu vois, il y a André qui écoute en ce moment et qui dit oh, que j'aime cet homme et je te comprends, mon ami. Elle me connaît et je suis sûre qu'elle sait déjà à qui je pense. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai annoncé hier que j'avais eu un engagement pour un masterclass avec l'auteur, le réalisateur, le scénariste le plus prolifique du Québec. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il était avec nous dans ce voyage avec André, avec toi, à Cuba. Il est sur les photos, il est sur le T-shirt, je pense. Il était là, il est venu avec nous parce que dans le temps, c'était accompagner l'ère du rock'n'roll à Cuba. Donc, il y a des gens qui nous ont accompagnés, mes parents nous ont accompagnés. Et à l'époque, il était en train d'écrire une émission qui s'appelait Omerta et qui a été un grand, grand, grand hit ici, un grand succès. Et je vais définitivement vous mettre en contact parce que s'il y a quelqu'un qui pourrait écrire un film immense, ce serait lui. Et le plus drôle, c'est qu'il connaît déjà. Donc, je vais m'assurer d'envoyer cette entrevue-là à Luc et on verra bien où ça fera son chemin. Il y a aussi Daniel qui est avec nous, qui est dans la scénarisation, dans le film. On ne sait pas où ça va aller, mais moi, je lance une bouteille à la mer parce que je pense sérieusement qu'on a tous intérêt à entendre non seulement ton expérience de vie, mais tout le message que tu portes. Il y a tellement de choses que tu m'as dit quand on s'est parlé dernièrement pour préparer l'entrevue que j'ai choisi de ne pas dire, que je vais te laisser dire toi-même parce que mes mots n'auraient pas le même impact que les tiens puisque ce sont des mots qui ont été dits par toi, que c'est un message que tu portes toi-même et ça n'aurait pas le même impact. Euh, je trouve que tu es un être humain fantastique. Je ne le dirai jamais assez. Et toi, tu n'es peut-être pas conscient du message que tu portes. Mais j'aimerais ça que tu nous en parles parce que toi, tu t'es spécialisé en étant un poisson. C'est drôle, j'ai fait une corrélation avec toi. Je vais faire rire ta copine Céline. Tu es plus pour moi un poisson qu'un homme et un ange qu'un homme. Tu es vraiment à mi-chemin entre tout ça et tu t'es spécialisé en apnée. Et tu fais des choses magnifiques dans ta spécialité. Parce que là, tu nous as dit, je suis arrivée à Paris, j'avais rien, je me suis reconstruit. Tu t'es fait une vie là-bas parce que pour toi, ce n'était pas possible de te séparer d'Andrew, ton fils. Donc, tu t'es établi loin de ta mère natale, ta mère et la mer Océan. Alors, tu t'es spécialisé. Parle-nous de ton apnée, sans aller dans tous les détails, parce qu'il y en a un que je veux parler spécifiquement, mais tu as battu un nombre de records incroyable. Et là, on va comprendre que tu es un poisson plus qu'un homme. Tu as une vision des records, entre autres des records Guinness qu'on connaît vraiment, qui pour toi est un non-sens et tu ne veux pas investir en ce sens-là. Tu veux faire du bien avec ce que tu fais. Alors, je vais te laisser un peu nous mettre en contexte avec qu'est-ce que tu fais et comment tu te sers de tes records pour faire du bien autour de toi. Alors, moi, j'adore la mer et pour moi, la mer,
c'est la plus belle chose. Et quand on n'a pas la mer, qu'est-ce qu'on a? Une piscine. Donc, justement, pour être près de mon fils et pas partir loin, j'ai choisi de rester à la piscine. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une piscine? On peut faire plein de choses. Parmi autres, apprendre à nager les enfants. Donc, j'ai appris à nager beaucoup d'enfants, et pour moi, c'est un privilège. Pardon, c'est Kalim. D'apprendre à nager les enfants, et j'adore. Parce que les enfants ont peur de l'imaginaire. Donc, et je me rappelle quand j'étais petit, qui avait peur aussi des choses, et ça me rappelle mon enfance. Donc, pouvoir les aider à affronter la peur, à la vaincre et à surmonter la peur et voir que ce n'est pas aussi difficile qu'ils croyaient et qu'ils sont capables de la combattre et d'être plus forts et plus grands que la peur, c'est magnifique. Et voilà, donc à chaque fois que tu vois avec les enfants, qu'ils enseignent à nager, qu'ils apprennent à nager, c'est beau, c'est magnifique. Et un jour, à la piscine, il y a une maman qui s'appelle Corinne. La maman est Luna. Luna, c'est une petite fille qui, à l'époque, elle avait 10 ans. Elle est atteinte d'infirmité motrice cérébrale. Infirmité motrice cérébrale. Ça veut dire qu'à la naissance, elle n'a pas eu beaucoup d'oxygène et ça rédifié les muscles. Donc, Luna ne peut pas marcher. Elle a difficulté à bouger les mains. Donc, elle est en situation de handicap. Elle est très intelligente, mais elle n'arrive pas à parler et voit moyennement, etc. Donc, la maman a cherché un maître nageur pour faire des cours de natation. Et elle m'a dit qu'elle avait fait le tour de toutes les piscines, mais que personne ne voulait s'occuper de sa fille. Et moi, je dis, oui, pourquoi pas. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et j'aimerais aider à Luna. Donc, c'était un challenge d'apprendre à nager Luna. Parce que ce n'est pas facile de quelqu'un qui ne sait pas nager, qui est dans cette situation. Mais tout de suite, Luna, c'est un amour. Elle a un sourire qui te captive avec une expression. Waouh, Luna, elle te donne de l'amour, une énergie positive. Donc, tout de suite, les courants ont passé et c'était super. Mais la maman Luna, elle n'avait pas beaucoup de ressources et elle souhaitait acheter à Luna une espèce d'exosquelette exosquelette qui permet d'avoir des électrodes qui envoient un signal électrique, stimuler les muscles pour faciliter la motricité. Sauf qu'en France, ce n'était pas remboursé. Ça coûtait 6 000 euros et était fabriqué en Suisse. Donc, il n'avait pas assez d'argent, essayait de créer une association pour faire des événements, etc. Et donc, il a créé une association qui s'appelle Un geste en plus. Et donc, elle me suis dit, comment on peut aider à Luna? Comment on peut aider à Luna? Et un jour, j'arrive à la piscine, il y a un copain qui m'a dit, écoute, tu as regardé ce monsieur qui a fait un record d'apnée? Il a fait quoi? Il a nagé 9 km sous l'eau en 6 heures à la piscine. Waouh, j'ai trouvé ça extraordinaire. Waouh. Et le lendemain, je me suis entraîné et je me suis rendu compte que je pouvais atteindre ce record. Et le lendemain, j'ai battu le record à la moitié du temps qu'il a mis. Je me suis dit, waouh, je peux le faire. Mais pourquoi? Et donc, comme celui-là, il dit, ah, pourquoi pas pour Luna? Donc, j'ai discuté avec la maman de Luna. Il m'a dit, oui, pourquoi pas? Et donc, on a monté un dossier et on est allé voir la mairie de la piscine, de la ville de Saint-Cyr-l'École. Et justement, le dossier est passé parce que la maire adjointe à l'époque, que c'est la maire de la ville aujourd'hui, a aussi une fille en situation de handicap qui s'appelle Luna. Elle était Aussi. conscientisée. Elle était touchée par cet événement. Elle a accepté. Et donc, j'ai fait le premier record en 2016. Et pour cette occasion, j'ai invité ma maman et mon papa. Ils sont venus à Cuba. Ils sont passés 3 mois ici. Et pour moi, c'était le plus beau des records. Parce que c'était avec le cœur Luna, Céline, Andrew, mon fils, Jules, le fils de Céline, ma maman, mon papa. Waouh, c'était très, très beau. Wow. Et donc, je me suis dépensé pour Luna. J'ai fait plus de 17 km, presque le double. Et on a récolté 2 000 euros. 2 000 euros qu'après la maman Luna s'est servi pour acheter un fauteuil roulant, non?
pour Luna. Parce que l'histoire de l'exosquelette, ce n'était pas possible parce que, comme elle grandissait, ce n'était pas possible d'acheter plus grand. Donc voilà, donc les premiers records, c'était pour Luna. Et c'était beau, très beau, très beau. Et ensuite à ça, Luna et moi, tous les deux, on était invités à un plateau de télévision en France. Et Luna, elle était avec moi en télévision pour la première fois. Elle a parlé avec ses gestes. C'était super, super, super beau. Et voilà, c'est ça. Comment s'appelle les records, en fait? Les projets, j'ai intitulé 6 heures d'apnée pour tenter de marcher. Ça, c'était le titre. Voilà, 6 heures d'apnée pour tenter de marcher. Et c'était très beau. On a une vidéo de tout ça. C'était très joli. Prendre des photos, prendre d'émotions. Très, très beau. Après, j'ai fait d'autres records, des défis, bon, des records. Pour les enfants autistes, on a récolté, je ne sais pas combien d'argent pour les enfants autistes, qui a permis d'acheter une tablette dans un centre hospitalier pour qu'ils puissent lire et voir les dessins animés. Après, c'était pour les télétons en France, 12 heures. Après, 24 heures d'apnée aussi pour les télétons. J'ai fait 53 km en apnée. Après, pour la journée mondiale des océans, 3 heures avec un projet qui s'appelle Gardien des océans. Après, un autre, sans palme, pendant 1 heure pour une autre association. À chaque fois, c'est pour une cause. Et après, un autre qui s'appelle Non à la captivité, oui à la liberté, contre la captivité des mammifères marins et dauphins, 6 heures d'apnée statique. Et le dernier, c'était au mois de juin. J'ai parcouru 53 km en mer, en reliant tous les îles du sud de la France en apnée. Mais si on revient au début, pour toi, tu m'as expliqué qu'il y a beaucoup de frais quand on veut battre un record Guinness. Et toi, c'est inadmissible que tu payes un juge avec toutes ces dépenses qui peut monter facilement jusqu'à 10 000 alors que tu peux faire autre chose avec les sous. Explique-nous comment tu as pensé. Toi, tu dis seul, on va. Seul, tu m'as dit seul, on va vite, ensemble, on va loin. Voilà. C'est très simple. En fait, moi, il ne fait rien parce que je fais que nager en apnée. Mais c'est grâce à un travail d'équipe. Céline m'a énormément soutenu. Tous mes amis de mon ancien club de Aquamundo et toutes les personnes de la piscine, etc., etc., etc. Donc, c'est un très bon travail d'équipe qu'on arrive à avoir de bons résultats pour une belle cause. Donc, c'est mixer un exploit, un défi sportif avec une cause solidaire. C'est pas avoir un défi ou un challenge ou un record sportif uniquement pour un titre ou un diplôme. C'est pour une cause. Donc, on va se donner et ça va servir à quelqu'un ou à quelque chose qui c'est plus grand que nous. D'accord? Parce qu'un record, on peut le battre. Un titre de champion, on peut le perdre. Mais quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, ça reste indissoluble. Et l'expérience du moment que tu vis et tous ces moments de partage avec les autres, ça, c'est inoubliable. On ne peut pas oublier ça. Donc, ça reste dans une autre dimension. Moi, j'aime comment tu réfléchis parce que tu dis, les Cubains, on est habitués, on utilise, on est solidaire, mais je le dis encore, vous êtes tellement débrouillard, vous stimulez votre intelligence beaucoup. Alors, je voudrais que tu nous racontes un record qui est absolument incroyable, avec non seulement le record il va falloir que tu expliques aux gens comment tu as fait pour battre ce record-là, parce que même moi, j'arrive encore difficilement à croire que tu as fait ça. Et au-delà du fait que tu as fait ça, j'ai perdu ce que j'allais dire. C'est inimaginable le temps que tu as fait pour faire ce record-là, comment tu as imaginé la façon d'arriver à battre ce record-là, mais il y avait aussi beaucoup de synchronicité, beaucoup de chiffres, beaucoup de connexions. C'est fou là, dans les signes et les synchronicités que tu as là-dedans. Je vais te laisser la place pour nous expliquer parce que les gens vont faire comme quoi? C'est impossible. D'accord. Je vais répondre 2 questions, mais d'abord celle d'avant, par rapport à Guinness. OK. C'est simple. En fait, Guinness, tu vas sur la page de Guinness, il y a 2 façons avoir un titre Guinness.
soit tu le fais toi-même et tu envoies la vidéo et tu vois les preuves et eux décident de oui ou non t'homologuer, soit tu invites un juge Guinness. Et quand on invite un juge, ça coûte très cher. Il faut les payer les billets, il faut payer l'hébergement et tout ça, tout ça. Et ça coûte environ 6 000 ou 8 000 livres sterling. Parce qu'il est aux États-Unis et à Londres. Donc, quand tu fais quelque chose du cœur et que tu demandes aux gens de donner pour une petite fille handicapée, pour des enfants autistes, pour une cause, c'est inadmissible que tu vas donner pour avoir un titre chez toi de record Guinness. Donc, c'est plus valable. Si finalement ça devient une arnaque, ça devient un très business. Et moi, je ne fais ça pas pour le business. J'ai fait justement pour pouvoir me dépasser et mettre en amont toutes mes énergies qui va servir au bien-être de quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas pour business. Donc, c'est complètement fou ça. Même si le monde entier, quelqu'un en Guinness s'est reconnu, pour mieux avoir la reconnaissance au moment instantané d'un enfant avec ses yeux qui brillent, que tu t'as donné pour elle et qu'à ce moment-là est la chose la plus belle, la plus importante au monde, qu'un juge devant toi qui fait droite à gauche, qui va décider si oui ou non valider quelque chose. Donc, c'est inadmissible. Ça, on le met de côté. D'accord? Alors, pour venir à l'histoire des records, c'est en fait, quand je fais un record, c'est toute mon histoire personnelle qui est dedans. C'est Andy de petit, de mon enfance. Je vois tous les passages de ma vie quand j'étais petit, quand j'ai sorti du ventre de ma maman, quand j'étais petit, dans ma grand-mère, ma soeur, tout ce qui m'a nourri et qui m'a fait qui je suis aujourd'hui. C'est grâce au cumul de toutes ces expériences, de tous ces amours débordés. D'accord? Donc, c'est ça, qu'est-ce que je vis quand je suis dedans. Alors, par rapport à ce record, tu parles d'un record dans lequel j'étais en apnée statique. L'apnée statique consiste à rester immobile le plus de temps possible. D'accord? Le record, c'est environ 11 minutes 35, sans bouger. D'accord? Alors, le record que j'ai battu, ce n'est pas celui-là. C'est un monsieur qui a fait un record de 3 heures. Pendant 3 heures, en fait, il s'appelle apnée endurance. Apnée endurance. On peut faire des records de 1 heure, 3 heures, 6 heures, 12 heures et 24 heures. OK? À un moment donné, au mois de juin 2019, j'avais tous les records de toutes ces spécialités. Donc, lui, il a fait 3 heures d'apnée statique, qui consistait à quoi? À pouvoir rester en 3 heures la plupart du temps en apnée. D'accord? Donc, le temps qu'il est hors de l'eau pour ventiler, on va le déduire du temps qu'elle est sous l'eau. Donc, environ à la fin, en 3 heures, il a resté, je pense, 2 heures et 44 minutes en apnée, il me semble. Ou 2 heures et 42 minutes. Donc, il a respiré 17 minutes, il me semble. En 3 heures, 17 minutes. C'était énorme. Et donc, mais pour mon record précédent, je me suis beaucoup entraîné à la chaise de surveillance. J'étais ménageur, je suis à la piscine comme ça. Et pour m'entraîner, je faisais ça. Donc, j'ai passé mes heures à m'entraîner comme ça parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps dans l'eau. Et donc, tout ça, ça m'a servi pour créer une autre stratégie. Comment je peux avoir moins de temps hors de l'eau, avec des très longues apnées ou avec des apnées plus courtes et en période de récupération très courte. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, lui, il faisait des apnées de 2 minutes et demie et moi, il faisait des apnées de 1 minute 15, 1 minute 30 à peu près, beaucoup moins courtes. Mais lui, il prenait 15 secondes de ventilation et moi, des fois, 1 seconde, même moins d'1 seconde. D'accord? Qu'est-ce que ça a l'air quand tu respires? Ça fait ça. Je suis accroché la tête sur l'eau. Ça fait ça. Donc, en ce bref délai du temps, je prends l'air nécessaire pour rester 1 minute et quelques. Sauf que je me suis entraîné et la première fois que j'ai fait 3 heures, tout de suite, j'ai battu son record. Mais je me suis dit, mais 3 heures, c'est rien. Donc,
je vais doubler. Et j'ai Ben oui. au lieu de faire 3 heures, je fais 6 heures. Donc, je voulais faire quelque chose d'inédit que personne n'a jamais fait au monde. 6 heures. Donc, après, il faudra que je trouve la cause. Donc, j'ai trouvé la cause des cétacés, les animaux marins qui sont enfermés au parc aquatique. Cétacés, c'est tout ce que c'est baleines, les dauphins, etc. Donc, on alla au parc Astérix ici en France, un grand parc, avec mon fils un jour. Il y avait les gens avaient dirigé une espèce de grève, avec des panneaux. Je me suis arrêté, qu'est-ce que c'est? Cétacés. C'est une association qui milite contre la captivité des dauphins. Et donc, ils m'ont donné un petit flyer, et regardé, etc., etc. En fait, ils luttaient contre les dauphins, et ces dauphins ont été capturés à Cuba et vendus à la France. Et c'était au parc Astérix et dans d'autres parcs en France. Et donc, en captivité. Et il s'explique la souffrance d'un dauphin en captivité. En fait, un dauphin en captivité, tu le vois sourire, mais il n'est pas heureux. Parce que d'une part, il s'habite en famille, il faut le séparer de sa famille. Il s'habite à la mer, on le met dans son bassin chloré, donc ça l'abîme les yeux, il faut le mettre dans un antibiotique. Ils sont très dépressifs, ils se tapent entre eux, ils se frottent contre le mur, ils se tapent contre le mur. Donc, ils vont mourir parce qu'ils ne sont pas heureux et tourneront. Donc, psychologiquement, ce n'est pas la même chose. Donc, nous, on force un animal à devenir l'esclave de notre plaisir à nous. Et on amène les enfants là-bas pour applaudir. Mais quand vous partez, les enfants, ils restent là. Donc, c'est très triste comme image. Et je pense que nous, les êtres humains, on peut faire les choses beaucoup mieux que ça. Définitivement. Au lieu de s'enfermer, il faut les libérer. Donc, j'ai créé un projet qui s'appelle Non à la captivité, oui à la liberté. Donc, j'ai contacté l'association Cétacés, Greenpeace, Sea Shepherd, la fondation de Brigitte Bardot et d'autres associations qui sont venues à la piscine où j'étais pour faire les projets en conjoint avec moi. Donc, j'ai créé l'histoire de Kiko les dauphins. Et Céline, elle m'a beaucoup aidé. Céline, ma copine, elle m'a beaucoup aidé énormément. On a tapé l'histoire, on a fait des pancartes, on a plein de choses. Après, j'ai fabriqué des bâches. Dommage, ils sont à la piscine. Je le dis dans la mer. Bon, bref. Et Kiko, c'est un dauphin qui est séparé de sa famille, massacré la famille, dressé pour être vendu dans un parc aquatique. D'accord? Donc, une fois qu'il est parc aquatique, Kiko, il se révolte. Il ne veut pas devenir esclave. Il préfère mourir que servir les hommes. Donc, Kiko, j'incarnais Kiko. Toute cette histoire de Kiko est racontée de A à Z à tous les enfants dans ces projets non à la captivité, à la liberté. D'accord? Donc, j'ai fabriqué 2 cages de barres d'aluminium, une cage pour les enfants, une cage pour moi. La mienne, il était avec des filets, avec comme un aquarium, avec un dauphin, avec tout. Et moi, en étant incarné en Kiko, j'avais des chaînes dans mes mains. Je me suis enchaîné à l'aileron de dauphin et un monopalme pour simuler un dauphin. J'ai acheté une tête de dauphin, mais un masque, mais je ne pouvais pas respirer. C'est pour ça que finalement, je l'ai retiré. Donc, quand j'ai fait le record, en parallèle à côté de moi, il y avait des dauphins, des enfants avec des ailerons de dauphins sous le dos, qu'ils s'étaient enfermés dans une cage pour essayer de nager comme un dauphin et se mettre dans la peau d'un dauphin captive et voir à quel point c'est restreint, à quel point c'est pas bien et à quel point c'est difficile de vivre dans cette situation-là. Donc, ça, c'est un projet d'animation à côté. Pendant que moi, à côté, pendant 6 heures, avec des juges à côté, j'ai resté sans respirer en hommage à Kiko. Donc, mon apnée. Et les juges chronométraient. Les juges, tous les heures, ils se relayaient parce qu'il faut être très, très attentif. À la fin du temps des 6 heures, à la fin, les enfants, ils sont venus, ils ont cassé la cage où j'étais, ils m'ont retiré les chaînes, ils m'ont sorti la cage pour me libérer. Donc, moi, je représente Kiko, les humains d'aujourd'hui,
Et les enfants, c'est les humains de demain, les adultes de demain, qui doivent libérer les enfants et avoir une mentalité différente à celle qu'on a eue à une époque. D'accord? Donc, c'est la nouvelle génération qu'on éduque avec ça. Donc, c'est un projet éducatif avant tout. Avant, dans Record, c'est un projet éducatif. Et donc, on a amené 5 heures, 55 minutes et 47 secondes. À l'époque, j'avais 47 ans. Et donc, j'ai respiré uniquement que 4 minutes et 12 secondes. C'est la moyenne des 4 kilomètres ensemble. Et je suis né le 4-12, le 4 décembre. Et à l'époque, j'avais 47 ans. Donc, les chiffres d'avoir sauvé ma vie à 6h12 du matin et que mon fils naît à 6h12 du matin, et après 4, 12 et 47, c'est. Voilà, c'était pas fait exprès, non? C'est incroyable. C'est la synchronicité des signes que tu l'aies remarqué, mais à la base, respirer 4 minutes sur 6 heures, on dit, mais c'est pas possible. Mais avec ton explication, on peut comprendre que, c'est vraiment très rare le nombre de personnes qui peuvent faire ça dans une vie, que c'est beaucoup d'entraînement, que toi, tu es pensé sur ta chaise en tant que maître nageur, comment tu pouvais t'entraîner sur ta chaise à faire ça. Tu as un cerveau qui ne fonctionne pas comme la moyenne. Tu utilises toutes les possibilités. Luc Dionne est une personne qui dit toujours qu'on n'utilise pas plus que 5 de notre cerveau, alors que le 95 d'autres, on ne l'utilise pas. Et toi, tu fais partie de ceux qui vont chercher toutes les ressources inimaginables pour utiliser beaucoup plus. Je pense qu'on a tous la capacité de la créativité, de la création. Et cette créativité, on peut l'employer de façon illimitée. Hitler, malheureusement, il a employé pour détruire une partie de l'humanité avec la bombe, tout ça. Mais combien de personnes utilisent la créativité, les peintres, les peintres, ceux qui font la littérature, les écrivains, les sculptures. Donc, les sports, c'est aussi une créativité parce que c'est une façon de transformer en artiste qu'est-ce que tu peux faire avec ton corps et avec ton mental. Voilà. Donc, je pense que nous tous, on est créatifs et créateurs quelque part. Il suffit simplement de découvrir et de se connecter à la source et à exploiter. Et, on a tous de la créativité là-dessus. Et donc, moi, quand je fais l'apnée, je me fais du plaisir avant tout. Même si c'est des exploits, même s'ils me dépassent, etc., etc., je me fais un grand, grand plaisir à le faire. Donc, quand on se fait plaisir avec quelque chose, déjà, l'effort, déjà, il est divisé par 2. Et le temps qu'on emploie à ça, on ne le voit pas. Parce qu'on se consacre tant à quelque chose que c'est une passion, on ne voit pas le temps passer. Donc, je pense que chacun d'entre nous a ses capacités de créativité. Il suffit de la découvrir, de l'exploiter, et après on est beaucoup mieux avec soi-même. J'espère que tous ceux qui nous écoutent, qui font partie de la cohorte 1, parce que vous êtes plusieurs aujourd'hui, et ceux qui l'écouteront en rediffusion, vous avez bien écouté ce qu'il vient de dire à propos de la créativité et de l'inspiration, qui est le moteur même du programme dans lequel on est, et que vous avez bien compris pourquoi Andy est le mentor de tous les mentors, parce que tu dis les mots qui sont mon moteur à moi, que je vais utiliser pour propulser les gens qui sont dans mon programme. Et je n'aurais pas pu imaginer quelqu'un qui les image de plus belle façon, non seulement dans ta bouche, parce que certaines personnes sont très bonnes et bonnes pour dire les choses, mais ne les comprennent pas vraiment et ne les appliquent pas. Donc, ce que toi tu dis, à chaque mot que tu dis, à chaque phrase qui est belle que tu dis, ça part d'une intention pure et tu le fais pour vrai. Et dans ton projet que tu viens de nommer, moi, je suis très appelée par ça parce que je t'ai dit que je veux travailler avec les écoles pour faire changer les mentalités, que l'école est souffrante, on a besoin de changer. Et toi, tu dis les enfants, c'est les dauphins, donc la génération future, qui vont être conscientisés pour faire les adultes de demain.
Et je trouve ton projet vraiment magnifique et j'ai vraiment l'intention de l'amener du moins à l'école avec laquelle je vais m'impliquer pour justement faire non seulement les activités que tu proposes avec Kiko, mais que tu leur remets un certificat. Quel est le certificat que tu remets aux enfants après? Ça s'appelle Gardien de l'océan. Gardien de l'océan. C'est magnifique. On a fait ce projet avec aussi la sensibilité par rapport au plastique dans l'eau, les plastiques, la pollution, consommer autrement. Et je pense que l'époque qu'on vit, c'est une époque dans laquelle on est tous responsables de la trace qu'on laisse dans la planète. Et nos modes de consommation, la façon qu'on agit, ça va laisser quelque part une trace dans nos vies, mais aussi pour les générations futures. Donc, on est confronté à cette situation et il faudra euh, regrouper toutes les énergies de toutes les personnes pour euh, former l'homme de demain avec les meilleurs ingrédients pour que la personne devienne un gardien des océans, un gardien de la planète, un gardien de la beauté et de la bonté humaine, de la joie, et que ça, c'est quelque chose de naturel, dans lequel on ne doit pas faire des efforts pour dire à quelqu'un ramasse un papier, on fait des choses. Ça doit être quelque chose de naturel parce que quand vous le faites, ce n'est pas uniquement pour les autres, c'est aussi pour toi. Et ça doit être quelque chose de naturel. Et pour venir là-dessus, des fois, ma copine Céline est très fatiguée parce que, en fait, quand je fais un projet, je suis sur l'eau, je pense déjà au suivant. Et c'est très simple pour moi. Et parce que la source, elle est inépuisable. Beethoven, il n'a pas composé une seule symphonie. C'est tellement simple. Quand tu écris, je sais pas, quelqu'un qui a écrit un poème, il n'écrit pas un poème, il écrit un livre de poèmes. Et la source vient de son intérieur. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, tu fais un projet et tu n'es même pas fini. Parce qu'en fait, tu ne peux pas. Il y a des gens qui vivent de leur passé. Non, à une époque, je faisais. Donc, ils vont se banaliser, comment on dit, vivre de son passé. Valoriser. Mhm. De son passé. Mais non, mais tu glorifié, mais tu n'es pas mort encore. Il y a tellement de choses à faire. Donc, une vie ne suffit pas pour combler tous les projets qu'on a en soi et à exprimer son unicité et pour les biens et avec les autres. C'est tellement magnifique. Et pour moi, une vie ne suffit pas. Vraiment, vraiment. Est-ce que vous comprenez la pertinence du mentorat de Andy? Honnêtement, et est-ce que Barbara t'a compris le message pour toi quand il parle d'écrire un poème, écrire un livre de poèmes? J'ai beaucoup d'artistes qui sont à l'écoute en ce moment et il y en a une magnifique qui a tous les talents et qui fait de la poésie. Donc, j'ai eu l'impression que tu lui parlais juste à elle dans les dernières minutes. D'ailleurs, c'est vrai ce que tu dis. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer ta copine Céline et je vous l'ai dit, vous avez tellement une connexion. C'est comme, j'imagine que vous avez même pas besoin de vous parler pour vous comprendre parce que c'est évident l'admiration que vous avez un pour l'autre. Le support que vous vous donnez un pour l'autre, c'est vraiment magnifique. Et je ne sais pas si elle le fait avec toi, mais je sais que tu fais quelque chose de spécial à chaque nouvel an dans le froid. J'ai vu en te suivant. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour le jour de l'an? Alors, normalement, depuis des années, depuis Cuba, depuis que je suis petit, j'essaie d'aller les derniers jours de l'année à la mer, sous l'eau, et les premiers jours de l'année, 31 et décembre, les 1er janvier. Simplement pour donner un cycle encore de l'eau. Voilà. Sauf que quand j'ai la mer, je l'ai fait à la mer. Quand j'ai la piscine, je l'ai fait à la piscine. Quand j'ai les lacs, j'ai le lac. Et à l'occasion, quand j'étais à les lacs de montagne, je l'ai fait sous l'eau, sous la glace. Voilà. Donc, ça dépend où je suis. Je ferai sous la glace, ou dans un lac, ou à la piscine, ou à la mer. Mais l'important, c'est finir une année sous l'eau et de commencer une nouvelle année sous l'eau. Pour Et moi, comment c'est. tu fais sous la glace? Ah, sous la glace, c'est une expérience unique. Une fois, je l'ai fait avec ma copine américaine qui est venue en 2007, 2008. On l'a fait ensemble en France,
une montagne qui s'appelle Tignes. Et là-haut, on a fait la plongée sur la glace avec bouteille. Mais on avait une combinaison étanche. Et je n'avais pas de sensation de froid, rien du tout. Et ça ne m'a rien fait plus que ça. Et donc, depuis ce moment-là, j'ai dit, un jour, j'aimerais aller en apnée sur la glace. Et donc, cette année, au mois de février, au mois de mars, non? J'ai réussi à aller avec des copains dans une montagne en France et d'aller sur la glace. Mais je me suis dit, aller sur la glace et pas le faire en maillot bain, non, il faut essayer. Il faut vivre ça, au moins une fois. Et donc, pour un Cubain, ce n'est pas facile. Hein? Et donc, je me suis mis en maillot bain. Je suis allé sur la glace en maillot bain. Et c'était très, très fort. Et super. Voilà. Ça veut dire que je pense que dans la vie, on doit avoir des projets, des challenges et se fixer des objectifs. Ensuite, un objectif final et les combler avec des objectifs intermédiaires, petit à petit. Et dans ce processus d'apprentissage, d'aller à son objectif, s'encourager, c'est savoir que l'apprentissage n'est pas linéaire, qu'il y a des hauts et des bas, mais rester toujours fidèle à ses objectifs et chaque rencontre, chaque jour, c'est stimuler. Et la source plus importante n'est pas celle qui vient de l'extérieur, c'est celle qui vient de soi-même. D'accord? Et donc, finalement, on a atteint un objectif intermédiaire 1, 2, 3, finalement, on atteint l'objectif final. Et après, on a un autre objectif plus haut, finalement, la vie est faite comme ça. Mais il ne faut pas non plus baisser les bras au moindre obstacle. Il faut toujours trouver la solution d'aller au-delà et d'aboutir à ses fins. Voilà. Je suis vraiment, vraiment, vraiment fière d'avoir pu te présenter à tous les gens qui me suivent. Je sais que les gens qui font partie de la cohorte 1, ceux qui sont déjà inscrits dans la cohorte 2, ont bien compris la valeur de l'extra que je mets au programme. Donc, Andy va faire avec moi un Zoom de groupe. Donc, il y a 12 magnifiques personnes qui vont avoir cette possibilité d'échanger avec toi dans chacune des cohortes où tu vas pouvoir venir inspirer grandement les gens. Et loin de moi aurait été de penser qu'un jour, on allait se rencontrer à Cuba. Alors que j'étais jeune, je n'avais pas encore d'enfants, tu n'avais pas encore d'enfants, tu habitais Cuba, tu découvrais des choses et qu'aujourd'hui, on allait se retrouver à l'extérieur de ton pays et que tu allais avoir vécu autant de choses. Moi-même, j'ai vécu beaucoup de choses aussi et qu'on allait se retrouver comme ça et pouvoir. C'est beau de se retrouver et de vivre des choses ensemble, mais moi, ce que j'aime dans notre association en ce moment, c'est d'être capable d'inspirer des gens à faire mieux, à faire plus pour eux-mêmes dans un premier temps, à croire en eux et à pouvoir avoir cette conscience sociale-là, à pouvoir s'impliquer de la façon qu'ils seront capables de s'impliquer parce qu'à te regarder, on comprend bien que tu es heureux de faire du bien autour de toi, que tu es heureux d'être dans la générosité, que le sourire que tu as vu chez cette Luna, pour qui tu as donné de l'importance, que tu as donné de la reconnaissance, que tu as travaillé pour ramasser des sous pour elle, je sais ce que ça te fait vivre à toi. Et c'est un peu ça que je veux mettre de l'avant. Et je ne l'avais pas annoncé encore, mais j'aimerais pouvoir travailler avec toi de concert entre toi et moi parce que pour les 12 personnes qui vont être dans la cohorte, j'avais décidé de faire un projet justement de donner au suivant, de pouvoir participer à donner pour une cause, à organiser quelque chose, à faire en sorte qu'on donne au suivant. Et c'est tout à fait aligné à être avec toi. Donc, je vais lancer l'idée qu'on puisse en Zoom de groupe en discuter et choisir quelque chose ensemble et apporter des idées pour justement ensemble faire quelque chose qui va faire du bien aux autres et donc nous faire du bien à nous aussi. Avec grand plaisir, grand plaisir, grand plaisir. Je pense qu'il n'y a rien qui passe pour rien, il n'y a rien à hasard. Pour que puisse te rencontrer au Super Club à l'époque, pour qu'on puisse se rencontrer tous les deux, toi, tu as dû, à un moment donné de ta vie, prendre la décision de partir en vacances à Cuba avec Carl, prendre cet avion, aller dans cet hôtel. Donc, il y a plein. Moi, j'ai dû
être un passionné d'apnée depuis mon enfance et me battre pour faire ça, aller au service militaire, passer mon examen, voilà. Donc, mais finalement, quand tu vois tout ça, tu dis, waouh, la vie est magnifique, la vie est belle. Parce que oui, il y a des choses difficiles dans la vie, oui, il y a des moments, des périodes, mais il y a tellement aussi des choses belles pour lesquelles on doit remercier. Et chaque rencontre, on peut prendre les profits de mieux de chaque rencontre, de chaque moment, de chaque personne qu'on rencontre dans la vie. Et on n'a pas besoin d'un champion d'apnée, de faire le record du monde pour faire du bien ou pour être bien dans sa peau ou pour avoir des projets. Peu importe. Parce que pour que cet apnéiste fasse son record, quelqu'un a fabriqué la combinaison que lui portait. Donc, chacun à son niveau, il a sa place pour faire de très, très belles choses. Parce que moi, je viens de l'amour que m'a apporté ma maman et mon papa. Ma maman n'a jamais travaillé, mais elle m'a donné beaucoup d'amour. Ma grand-mère n'a jamais travaillé, mais c'est elle qui m'a élevé. Donc, finalement, on est le résultat de tout ça. Donc, on n'a pas besoin d'être un amnéiste pour faire du bien aux autres. Il suffit d'avoir confiance en soi. Il suffit de se sentir bien à sa peau, de se rendre compte que la vie est un miracle et que chaque moment compte. Et à ce moment-là, je donne le mieux de moi à ce moment-là. Et parce que je me sens bien de faire ça. Et parce que si ça fait bien à l'autre, ça me fait 1000 fois mieux à moi aussi. Parce que si l'autre est content, je suis content de l'avoir aidé. Je suis content de... Voilà. Et quand tu arrives à comprendre ça, la vie est magnifique. Et la vie répond. Tout à fait. La vie répond. Pour toi, elle a commencé à répondre pour te permettre de te sortir de l'océan et de survivre à cette aventure qui est absolument complètement folle. On voit des films comme ça, les gens qui sont laissés dans l'océan et ça finit rarement bien. Et un mois après, je suis retourné au même endroit pêcher avec les mêmes copains et les mêmes bateaux. Est-ce que Oui, vous parce que avez entendu ça? tu tombes du cheval, il faut te remettre sur le cheval. Tu ne peux pas laisser, sinon... Tu vas avoir peur encore. Oh, il ne faut pas, quand tu vis une expérience négative, par exemple, j'apprends des gens à nager, là, à l'occurrence des adultes qui ont eu une expérience négative de noyade quand ils étaient petits. Et ils vivent avec tout ça. Non, non, il faut l'affronter, la peur, parce que sinon, tu n'arrives pas à vivre librement. Il faut Wow! l'affronter. Hey, là, on parle de quelque chose de gros. Tu ne m'as jamais dit ça. Affronter la peur, on en parle beaucoup dans le programme parce que souvent, le cadeau est derrière la peur et on s'empêche. Alors, quand vous allez avoir peur, vous penserez à Andy et vous essayerez de vous imaginer que vous êtes au milieu de l'océan et peut-être que votre peur va se dégonfler rapidement et que vous allez vous rendre compte que peut-être ça ne vaut pas la peine de perdre le sommeil, d'être malade physiquement, à avoir peur de quelque chose qui ne va pas nous tuer. Je vais te demander, dans ce cas-là, je vais rajouter une question puisque je n'étais pas au courant. Tu t'es senti comment une fois que tu étais de retour au même endroit? Alors, j'ai amené un très gros bouée, comme ça, Oui, et, et je n'étais pas très éloigné du bateau. Voilà, donc, quand même, ça je, existait dans ta tête. non, 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 ouais, non. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose, il y a toujours des risques. Il y a les mesures de prévention, OK? Et après, tu as tout ce que tu dois faire une fois que l'accident il est là. Mais le plus important sont les mesures de prévention pour éviter que ça arrive. Mais des Donc, mesures de prévention. on était deux qu'on pêchait et j'en ai tiré des conséquences et ça s'est passé très, très bien après. Pas de problème. Mais depuis ce jour-là, j'ai continué à pêcher plein de fois. Ce n'était pas la seule occasion. Mais il faut, il faut relativiser beaucoup dans la vie. Il faut lâcher prise. Il faut savoir que ce n'est pas la fin du monde. Il faut aller un petit peu plus que là et voir plus loin et pas uniquement au moment présent. Il faut être plus Alors, loin. Daniel, indique ta question parce qu'on va pouvoir lui demander, on va parler de la peur aussi dans notre rencontre. Et je vais quand même demander à ceux qui font partie de la première cohorte qui commence le 13 septembre,
d'inscrire les idées que vous pouvez avoir sur la façon qu'on peut redonner individuellement et en groupe dans notre projet. Alors, prenez en note vos idées. On va partager avec Andy quand ça va être le temps de faire ce Zoom de groupe-là et indiquez vos questions parce qu'on va définitivement parler de la peur. Parce que Daniel parlait de comment est-ce qu'on fait pour surmonter la peur de l'eau. Pour adultes. Donc, on va se garder des sujets quand même qu'on va voir ensemble. Mais moi, je veux terminer en disant que je suis en gratitude immense de pouvoir m'appeler ton ami, d'avoir eu la chance de te rencontrer et de voir qu'est-ce que tu deviens et d'être capable de te parler facilement maintenant avec les réseaux sociaux. Tu n'es plus à Cuba, c'est plus facile le fait que tu sois où tu es à Paris. Quand les choses vont se calmer, je vais aller à Paris et vous êtes plusieurs que j'ai envie d'aller voir à Paris. Donc, on va faire des choses ensemble aussi. Donc, je suis en gratitude que tu aies répondu présent aujourd'hui et je suis très excitée de pouvoir travailler avec toi dans les prochaines semaines. C'est moi qui te remercie. Je pense que les belles personnes, ils se rencontrent. Et toi, tu es t'es une belle personne. Des moments qu'on s'est rencontrés à Cuba, et en fait, il n'y a pas de mots. On n'a pas besoin de parler pour se communiquer. On n'a pas besoin de. Je pense qu'il y a la communication du cœur qui fait que l'énergie flue d'un endroit à l'autre, c'est donnant. Et toi, Carl, et toutes ces personnes qui sont venues, c'était pour moi, c'était un joie, c'était naturel, spontané. Il n'y a rien de. Tout est, donc, être ton ami et que tu sois mon ami, pour moi, c'est très naturel. C'est la même personne depuis les premiers jours. D'accord? Je ne suis pas changé des premiers jours que vous m'avez rencontré. Ce n'est pas parce que je suis en France, ce n'est pas parce que je suis papa, parce que j'ai fait quelques défis ou quoi que ce soit. Ça n'a rien. C'est Andy de Cuba, c'est la même personne que vous avez rencontré à la plage. Exactement les mêmes. Simplement, je suis plus riche en expérience, riche en amis, riche en maturité, riche. J'ai un enfant et tout ça, et la vie pour moi, elle est plus riche que c'était à ce moment-là dans notre vie. Mais l'essence de moi-même est la même. Je suis la même personne. Ben, moi, je pense que toute personne qui est à ton contact. Comme toi, des fois, de fond de ton cœur, tu me dis, non, Andy, moi, j'aime pas parce que je ne suis pas là, je ne suis pas ça. Je suis quelque chose de très normal, très normal. Rien de tout ce que moi j'ai accompli en termes d'apnée, c'est sérieux pour moi. Je ne le prends pas au sérieux, tout ça. Non, mais moi, ce n'est pas ton apnée, c'est toi. Tu aurais fait tous les records du monde ou 0 record du monde, c'est toi. Toute personne qui va être à ton contact va être plus riche parce que tu le sais, mon programme est sur l'âme. Qu'est-ce que ton âme vient chercher? Qu'est-ce que tu es venu vivre dans cette incarnation-ci? Comment est-ce que tu fais pour te réaliser? Comment est-ce que tu fais pour profiter de l'expérience, du jeu de ta vie? Comment est-ce que tu fais pour faire mieux et pour goûter la vie, pour arrêter d'avoir peur, pour te choisir, pour t'aimer? Et tu représentes tout ça à la fois. Donc, juste le contact, moi, j'aime l'humain. L'humain qui est humain. Tu comprends? Ce n'est pas une question de tes réalisations. Tes réalisations, c'est magnifique et ça restera toujours. Tu sais, moi, je ne suis pas une groupie. Je connais des gens qui sont très, très importants dans la vie. J'ai rencontré des gens très, très importants. Et ça, je m'en fous. Ce que tu fais dans la vie, c'est une chose et c'est parfait. Du moment que tu es heureux et que tu es épanoui dans ce que tu fais et que tu vas jouer le jeu de la vie à tous les jours en passionnant et non pas en travaillant, c'est magnifique. Si oui, tu es oui. tu es Céline Dion, c'est magnifique, tu chantes bien, mais moi, je veux connaître t'es qui. Tu es qui comme personne? Je n'ai pas je n'adule personne, mais j'aime l'être humain qui est authentique, qui est vrai, qui est vulnérable. Et à ton contact, on devient un meilleur humain. Et c'est ça, moi, que je suis en gratitude pour ça. Merci. Moi, j'adore mon boulot parce que je sens l'utilité. Par exemple, là, chaque semaine, pendant cette période estivale, on a des stages de natation. Et chaque semaine, je rencontre des enfants différents que je ne connais pas. Et les enfants, des fois, il y a ceux qui viennent en pleurant à la piscine. Et mon objectif, c'est qu'ils pleurent de moins en moins. Et après, à la fin du stage, ils partent avec le sourire d'avoir vaincu quelque chose que c'est la peur de l'eau. Et prendre le plaisir à sauter dans l'eau, à se mettre sur le dos, à aller chercher. Waouh, je me sens réalisé
Ce matin, une petite fille qui pleurait beaucoup. J'ai laissé et après parler avec elle et finalement elle a accepté, elle a été dans l'eau une fois et finalement elle a fait des choses et c'est pas possible. Donc c'est très la peur et les enfants, il faut pas aller trop, il faut et à la fin tu obtiens un résultat et c'est tellement gratifiant. C'est Tellement. tellement waouh de dire au moins c'est pas l'argent qui te fait aller au boulot, c'est la joie d'avoir accompli une mission, d'avoir appris à nager quelqu'un, parce que on apprenant quelqu'un à nager, tu supprimes la souffrance d'une famille qui perd un enfant à cause de la noyade. Et tu donnes à un enfant la possibilité d'explorer le monde aquatique et pouvoir s'épanouir dans l'eau, nager, faire de la planche à voile, du catamaran, du surf, de la plongée sous-marine, de l'apnée, de plein de choses, d'aller à la plage et de vivre à la joie avec ses enfants. Quelqu'un qui apporte de l'eau ne peut pas partager ça avec ses enfants. Donc, dans mon esprit, je vois les présents et l'avenir de cet enfant. C'est pour ça qu'il donne du sens à mon métier et pour moi, c'est très gratifiant. C'est très gratifiant. Mais quoi que tu en dises, tu es un travailleur de lumière. Tu es vraiment un. On dit qu'il y a des anges terrestres sur la Terre. Tu en es définitivement un. Et je te remercie pour ce que tu apportes pour les enfants. Je te remercie pour ce que tu apportes de tout ton cœur. Et j'accueille avec beaucoup de gratitude ce qu'on va faire ensemble. J'en suis ravie. Et je vous invite, si vous n'êtes pas encore inscrit à la deuxième cohorte, à profiter du spécial de lancement avant le 13 septembre et de vous aussi avoir la chance de pouvoir faire ce voyage fantastique et être accompagné aussi d'Andy à quelque part dans votre programme. On est tous capables de s'apporter quelque chose et dans cet échange qu'on aura avec les 12 personnes, je sais que toi aussi, tu vas aller chercher quelque chose, que tu vas rencontrer des gens, que tu auras des amis de partout. Il y aura quelqu'un de la Tunisie, quelqu'un de l'Allemagne, des gens d'ici, que tu auras des amis maintenant ailleurs et qu'on échangera des choses ensemble. Et avec ce projet de donner au suivant, il y aura certainement quelque chose qui va durer après. Donc, on fait pas les choses pour rien, il n'y a pas d'hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et pour moi, ce rendez-vous où tu reviens dans ma vie à cette étape-ci de ma vie, je peux juste dire merci. Merci au grand plan. On avait une raison de se revoir, toi et moi, et je pense qu'on est unis par le cœur pour très, très longtemps. C'est ce que je pense aussi, exactement. Je ne veux pas rajouter des mots à tout ce que tu as dit. C'est magnifique, formidable. Et j'ai hâte de rencontrer Céline. Je serais très ravi de partager tout ce que moi j'ai vécu et ma petite expérience et pour, avec beaucoup d'humilité, essayer d'apporter quelque chose aux autres qui les permette d'avancer un petit peu dans leur vie, que ce soit dans la peur, que ce soit dans le chemin du quotidien et avec beaucoup de plaisir. Ça sera très sympa de ma part. Wow! Alors, on va conclure ici. Pour ceux qui nous suivent, reste avec moi, Andy, quelques minutes. On va conclure ensemble. Pour les autres, vous avez jusqu'au 13 septembre pour vous inscrire à la deuxième cohorte et profiter du spécial de lancement qu'on a eu pour la première cohorte. Vous pouvez me laisser un message sous le vidéo d'aujourd'hui. Vous avez le lien pour m'envoyer un message en privé et qu'on puisse faire ensemble une entrevue de sélection présélection pour voir si vous êtes intéressé et si ça vous convient, ce programme-ci. Alors, merci beaucoup, Andy, pour ton temps, ta générosité, Merci à ta toi. lumière. Merci à toi. Je t'aime, mon ami. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, on va se conclure ici et Andy reste avec moi. On va terminer la vidéo ensemble. Alors, à très bientôt pour tous ceux qui nous suivent. Bye bye.